C'était un mardi soir d'octobre quand mon monde s'est effondré. Après 3 semaines de voyage d'affaires à Singapour, j'étais rentré un jour plus tôt que prévu. Le vol avait été épuisant, 12 heures enfermé entre un homme d'affaires ronflant et une jeune femme effectuant son premier vol, nerveuse. J'avais mal à la nuque et n'aspirais qu'à mon propre lit et à l'odeur familière d'Heidi. Je ne l'avais pas prévenu que je rentrais plus tôt. Après 32 ans de mariage, je voulais lui faire une surprise. Une petite aventure dans notre vie si bien organisée. Quelle naïveté de ma part. La course en taxi de l'aéroport à notre maison dans la banlieue de Hambourg s'est déroulée en silence. Le chauffeur avait rapidement remarqué que je n'étais pas d'humeur à bavarder. Les lampadaires projetaient des ombres fantomatiques sur les rues automnales de notre quartier résidentiel. Il était un peu après 22 heures quand nous avons tourné dans notre rue. C'est la Maison Blanche avec la baie vitrée, à gauche, devant, dis-je en attrapant mon portefeuille. En nous approchant, j'ai remarqué une voiture inconnue dans notre allée. Une Audi bleu foncé que je ne connaissais pas. À côté de la Golf argentée d'Heidi, elle paraissait chère et, en quelque sorte, déplacée. De la visite, demanda le chauffeur de taxi avec désinvolture. On dirait, marmonnai-je en sentant une première piqûre, encore indéfinissable, à l'estomac. J'ai payé, j'ai pris ma valise et me suis retrouvé devant notre maison. Les fenêtres du rez-de-chaussée étaient sombres, mais à l'étage, une lumière brillait, dans notre chambre. Mes doigts ont cherché la clé de la maison dans la poche de ma veste. La porte d'entrée s'est ouverte silencieusement. Il faisait noir dans le couloir, mais je connaissais chaque centimètre de notre maison. Ma valise est restée dans l'entrée. Quelque chose n'allait pas. L'odeur était différente. Outre le parfum familier d'Heidi, il y avait quelque chose dans l'air, un parfum masculin, âpre. Des voix étouffées montaient de l'étage. Le rire d'Heidi, que j'aimais tant, et une voix masculine plus grave. Mon rythme cardiaque s'est accéléré tandis que je montais lentement les escaliers, attentif à ne pas faire craquer la 3e marche. La porte de la chambre était entr'ouverte. De la lumière filtrait dans le couloir sombre. Je me suis avancé comme en transe, comme si je n'étais plus maître de mon propre corps. Puis je me suis tenu devant la porte et j'ai regardé à travers. Ce que j'ai vu s'est gravé dans ma mémoire comme un fer rouge. Heidi, ma Heidi, était assise sur notre lit conjugal, seulement en sous-vêtements. Ses cheveux mi-longs, blonds grisâtres, étaient ébouriffés, ses joues rougies. En face d'elle, dans mon fauteuil près de la fenêtre, était assis un homme. Il était plus jeune que moi, peut-être au début de la cinquantaine. Grand, mince, avec des cheveux noirs fournis légèrement grisonnants aux tempes. Il ne portait qu'un pantalon, le torse nu. « Thomas, c'est de la folie », ai-je entendu Heidi dire. « Et si Herbert rentre plus tôt ?» L'homme Thomas rit doucement. « Ton Herbert est assis dans une salle de conférence à Singapour et n'a aucune idée de ce qui se passe ici. Détends-toi. » Il se leva et s'approcha d'elle, lui enlevant une mèche de cheveux de son visage. « De plus, tu as toi-même dit qu'il ne s'occupait plus de toi comme moi ces dernières semaines. » Ma main s'est crispée sur la poignée de porte. Le bord métallique s'est enfoncé dans ma paume, mais je ne ressentais aucune douleur. Seulement un froid glacial qui se propageait depuis mon estomac. À ce moment-là, Heidi tourna la tête et regarda directement vers la porte. Nos regards se croisèrent. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité et d'effroi. Herbert, halta-t-elle. Thomas se retourna et, pour la première fois, je vis clairement son visage. C'était notre voisin. Thomas Brinkman, qui avait emménagé avec sa femme dans la maison d'Aix-en-Grave-Côté il y a environ 1 an. L'homme avec qui je parlais parfois de football par-dessus la clôture du jardin. L'homme qui m'avait promis avant mon départ de jeter un œil sur Heidi. Manifestement, il avait jeté plus qu'un simple œil sur elle. Je suis resté figé dans l'embrasure de la porte. Le monde autour de moi semblait se brouiller, tandis qu'une tempête d'émotions faisait rage en moi, choc, incrédulité, colère, douleur tout en même temps. Herbert, ce n'est pas, je peux t'expliquer, balbutia Heidi en attrapant précipitamment son peignoir. L'expression de Thomas passa de la surprise à une sorte de sourire contrit. Herbert, mec, c'est mal tombé. Mal tombé. Comme s'il s'était garé sur ma place de parking ou m'avait accidentellement marché sur le pied. Pas comme s'il avait couché avec ma femme dans ma maison, dans ma chambre, sur mon lit. Dehors, dis-je doucement, ma voix à peine plus qu'un murmure. Herbert, s'il te plaît, commença Heidi. Dehors, hurlai-je soudain en désignant Thomas. Toi.
Dehors de chez moi. Thomas leva les mains, essayant de calmer la situation, et attrapa sa chemise. D'accord, je m'en vais. Vous deux devez parler. Je me suis écarté alors qu'il passait devant moi. Son parfum, le même que j'avais senti en bas dans le couloir, m'envahit les narines et déclencha une nouvelle vague de nausées. Quand ses pas eurent cessé de résonner dans l'escalier, je me suis retourné vers Heidi. Elle était assise, effondrée sur le lit, le peignoir serré autour d'elle, des larmes coulant sur ses joues. « Herbert, je suis tellement désolé, sanglota-t-elle. C'est arrivé comme ça. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. » Les mots rebondissaient sur moi comme des gouttes de pluie sur une vitre. Je les entendais, mais ils ne m'atteignaient pas vraiment. Dans ma tête, les images tournaient en boucle, Heidi et Thomas, leur rire, ses mains dans ses cheveux, ton Herbert n'en sait rien. Depuis combien de temps, demandai-je d'une voix neutre. Elle baissa les yeux. 3 semaines. Depuis que je suis parti. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Elle acquiesça à peine. Et combien de fois? Herbert, s'il te plaît. Combien de fois, tonnai-je en frappant du poing contre le cadre de la porte. La douleur qui irradiait dans ma main me fit du bien, réelle, tangible, différente de la douleur sourde et dévorante dans ma poitrine. Presque tous les jours, murmura-t-elle. Il m'a aidé. Avec le siphon bouché, puis avec le jardin. On a discuté. C'était agréable de ne pas être seul. J'étais parti pendant 3 semaines, Heidi. 3 semaines. Pas 3 ans. Tu es parti depuis plus longtemps que ça, dit-elle doucement, et il y avait dans ses yeux quelque chose que je ne pouvais pas déchiffrer. Tu n'es plus vraiment là depuis des années, Herbert. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Je titubai en arrière, me suis adossé au mur du couloir. Mes jambes me parurent soudain faibles, comme si je ne pouvais plus me tenir debout. Il faut que je réfléchisse, murmurai-je en me détournant. Herbert, attends. Où vas-tu? Je ne répondis pas. Mes pieds me portèrent en bas de l'escalier, devant ma valise qui était toujours dans le couloir, jusqu'à la porte d'entrée. Dehors, l'air nocturne était frais et clair. L'audi bleu foncé avait disparu. Je m'assis sur les marches devant notre maison et fixai l'obscurité. Dans ma poche, mon smartphone vibrait. Un message de Heidi, s'il te plaît, reviens. Il faut qu'on parle. J'éteignis le téléphone et enfouis mon visage dans mes mains. Le monde, tel que je le connaissais, s'était brisé en 1000 morceaux, et je n'avais aucune idée de comment le reconstituer. Je passai la nuit dans un hôtel près de l'aéroport. Une chambre sans âme avec des murs beiges et un lit qui sentait le détergent industriel. Je restai éveillé, fixant le plafond et essayant de remettre de l'ordre dans mes pensées, qui me semblaient être un nid de frelons en furie. Heidi et moi nous étions rencontrés il y a 35 ans, lors d'une fête d'entreprise de la compagnie d'assurance où j'avais commencé comme jeune commercial. Elle travaillait aux ressources humaines, une femme blonde et vive avec un rire communicatif et un regard qui illuminait la pièce. Nous nous sommes mariés 3 ans plus tard, avons acheté la maison en banlieue, avons une autre fille Julia. Julia avait maintenant 28 ans, vivait à Munich et travaillait comme médecin. Nous la voyions rarement, la plupart du temps seulement à Noël ou aux anniversaires. Il y a 2 ans, elle nous avait présenté son nouveau petit ami, un chirurgien du nom de Philippe. Intelligent, ambitieux, parfaitement assorti à notre fille parfaite. Heidi avait pleuré plus tard, tellement elle était fière. Comment Julia réagirait-elle si elle apprenait ce qui s'était passé? Est-ce qu'elle pardonnerait à sa mère? Est-ce qu'elle prendrait parti? Et voulais-je même qu'elle soit au courant de tout ça? Je pris mon smartphone sur la table de chevet et l'allumai. Immédiatement, plusieurs notifications apparurent. 5 appels manqués de Heidi. 7 textos. Herbert, s'il te plaît, rentre à la maison. Je suis tellement désolé. Il faut qu'on parle. Où es-tu? Je m'inquiète. S'il te plaît, réponds-moi. Je t'aime. Le dernier message me fit éclater d'un rire amer. L'amour. Que savait Heidi de l'amour? Les gens qui s'aiment ne se trompent pas. Ils n'écartent pas les jambes pour le voisin dès que leur mari est en voyage d'affaires. Je rééteignis le téléphone et le posai de côté. Dans la salle de bain de la chambre d'hôtel, je contemplais mon visage dans le miroir. Avais-je tellement changé? Étais-je devenu si peu attirant? J'avais 63 ans, avec des cheveux gris qui viraient déjà au blanc aux tempes. Des rides encadraient mes yeux et ma bouche.
Mon corps n'était plus celui d'un jeune homme, mais j'avais toujours fait attention à rester en forme. Je faisais du jogging 3 fois par semaine, je surveillais mon alimentation. Bien sûr, j'avais pris un peu de poids ces dernières années, mais était-ce une raison pour me tromper? Thomas Brinkman était plus jeune, peut-être de 10 ans. Plus sportif. Avec des cheveux fournis. Probablement qu'il avait encore toutes ses dents et qu'il n'avait pas besoin de lunettes de lecture. Je me suis aspergé d'eau froide sur le visage et j'ai essayé de chasser les images qui ne cessaient de me traverser l'esprit, Heidi en sous-vêtements sur notre lit. Le sourire suffisant de Thomas. Ton Herbert est assis dans une salle de conférence à Singapour et il n'en sait rien. De retour dans le lit, j'ai fixé mon téléphone éteint. Devais-je appeler Julia? Non, pas encore. Je devais d'abord comprendre moi-même ce qui s'était passé et comment les choses allaient se dérouler. Le réveil sur la table de chevet affichait 3h47. Je ne trouverai plus le sommeil cette nuit. Au lieu de cela, j'ai commencé à fouiller dans mes souvenirs, à la recherche de signes que j'aurais pu manquer. Heidi avait-elle été plus distante ces derniers temps? M'avait-elle moins parlé? S'était-elle comportée différemment? Je ne me souvenais pas. Notre mariage avait été calme, stable. Nous avions notre routine, nos intérêts communs, les voyages, quand mon travail le permettait, le jardinage, des sorties occasionnelles au théâtre ou à des concerts. Nous n'avions plus de relations sexuelles aussi souvent qu'avant, mais cela me semblait normal pour un couple de notre âge. Était-ce la raison? Était-elle insatisfaite sans que je m'en rende compte? Tu n'es plus vraiment là depuis des années, Herbert. Ces mots résonnaient dans ma tête. Que avait-elle voulu dire par là? J'étais là. Tous les jours, sauf quand j'étais en voyage d'affaires. J'avais pris soin de nous, remboursé la maison, épargné pour les études de Julia. J'avais fait ce qu'un homme devait faire. Mais peut-être qu'elle voulait dire autre chose. Quelque chose qui allait au-delà de la présence physique. Lorsque les premiers rayons du soleil ont percé les fins rideaux de l'hôtel, je n'avais toujours pas trouvé de réponse. Seulement plus de questions. Et une rage profonde, lancinante, qui s'était installée sous ma peau comme un parasite. À cette heure, je me suis levé, j'ai pris une douche et j'ai remis les vêtements de la veille. Je devrais rentrer chez moi pour prendre des affaires propres. La pensée de me retrouver face à Heidi me nouait l'estomac, mais je ne pouvais pas rester éternellement dans cet hôtel. À la réception, j'ai payé pour une nuit supplémentaire. Je n'étais pas encore prêt à rentrer à la maison. Pas pour y rester. Voyage d'affaires difficile, a demandé la jeune femme derrière le comptoir avec un sourire compatissant. J'ai simplement hoché la tête et rangé le reçu. Dehors, le ciel était gris, il brunait légèrement. Parfaitement assorti à mon humeur. J'ai pris un taxi pour rentrer chez moi, j'ai fixé mon smartphone pendant le trajet et j'ai lu les messages que Heidi avait envoyés pendant la nuit. Je n'arrive pas à dormir. S'il te plaît, dis-moi que tu es en sécurité. Herbert, je sais que tu es en colère. Tu en as parfaitement le droit. C'était une terrible erreur. Rentrer à la maison pour qu'on puisse parler. Mon pouce planait au-dessus de la touche de réponse, mais je n'arrivais pas à me résoudre à lui écrire. Que devais-je dire d'ailleurs? Que tout irait bien? Ce serait un mensonge, et je ne suis pas un menteur. Contrairement à ma femme. Lorsque le taxi a tourné dans notre rue, je n'ai pas vu l'Audi de Thomas. Tant mieux. Je ne voulais pas le croiser. Pas encore. Je devais d'abord parler à Heidi. Le taxi s'est arrêté devant notre maison. J'ai payé et je suis descendu. La bruine s'était intensifiée et je sentais l'humidité traverser ma fine veste. Devant la porte d'entrée, j'ai hésité un instant, puis j'ai ouvert et je suis entré. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Normalement, à cette heure-ci, la radio était allumée dans la cuisine pendant que Heidi prenait son petit déjeuner. Heidi, ai-je appelé en accrochant ma veste mouillée au crochet près de la porte. Pas de réponse. J'ai traversé le couloir pour aller dans la cuisine. La table était intacte, pas de tasse à café, pas de vaisselle du petit déjeuner. Dans le salon, même tableau. Tout était rangé, mais aucune trace de Heidi. L'escalier a craqué sous mes pas lorsque je suis monté. La porte de la chambre était ouverte. Le lit était fait, mais Heidi n'était pas là. Dans la salle de bain, j'ai trouvé une serviette humide où elle avait pris une douche, mais où était-elle maintenant? De retour dans la chambre, j'ai remarqué une feuille de papier sur mon oreiller. Une lettre manuscrite.
cher Herbert? Je sais que tu as besoin de temps, et je respecte ça. Je suis allé chez ma sœur pour te donner l'espace dont tu as besoin. Quand tu seras prêt à parler, je serai là. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais j'espère que tu me donneras au moins la chance d'expliquer comment cela a pu arriver. Je t'aime toujours. Cela n'a jamais changé. Heidi. Je me suis laissé tomber sur le lit, la lettre dans ma main tremblante. La sœur de Heidi, Renate, vivait à Brême, à environ 1 heure de route d'ici. Elles avaient toujours eu une relation étroite. Bien sûr, Heidi se réfugierait chez elle. Une partie de moi était soulagée de ne pas avoir à la rencontrer immédiatement. Une autre partie se sentait étrangement abandonnée. Comme si elle n'avait pas le droit de s'enfuir, après tout c'est elle qui avait trahi notre mariage. Je posai la lettre et commençai à faire ma valise. Des vêtements propres, des articles de toilette, mon ordinateur portable. De quoi tenir quelques jours à l'hôtel, le temps de décider de la suite. En ouvrant la penderie, mon regard se posa sur le côté d'Heidi. Ses vêtements impeccablement rangés, ses chemisiers triés par couleur. Combien de fois l'avais-je taquiné pour son côté si maniaque? Soudain, une impulsion irrationnelle me saisit. Je commençai à fouiller ses affaires. À la recherche de quoi, je ne savais pas. De preuves? Je les avais déjà vues de mes propres yeux. Peut-être de réponses. Dans le fond de l'armoire, derrière ses manteaux d'hiver, je trouvai un sac de course. À l'intérieur, il y avait une robe que je n'avais jamais vue. Rouge, moulante, avec un décolleté plus plongeant que ce qu'Heidi portait habituellement. L'étiquette était encore attachée aux 189 €. Plus qu'Heidi ne dépensait normalement pour des vêtements. L'avait-elle acheté pour lui? Pour Thomas? Je laissai retomber la robe dans le sac et le repoussai à sa place. Puis, je me tournai vers sa table de chevet. Le tiroir du haut contenait ses affaires habituelles, crème pour les mains, lunettes de lecture, un livre sur le jardinage. Dans le tiroir du bas, je trouvai sa tablette. J'hésitais. Cela me semblait mal de fouiller dans ses affaires personnelles. Mais n'avait-elle pas perdu tout droit à la vie privée en me trompant? Le cœur battant, je pris la tablette et l'allumai. L'écran de verrouillage apparut où une photo de nous deux, prise pendant nos dernières vacances en Italie. Nous sourions à l'objectif, bras dessus bras dessous devant le Colisée. Heureux. Ou du moins, c'est ce que j'avais cru. Je connaissais le code PIN d'Heidi. C'était l'anniversaire de Julia, elle l'utilisait pour tout. Je saisis les chiffres et la tablette se déverrouilla. Ces emails furent la première chose que je vérifiai. Rien de suspect. Des affaires professionnelles, des newsletters, des échanges avec des amis et sa sœur. Aucun message de Thomas. Ensuite, j'ouvris son navigateur Internet. L'historique était en grande partie inoffensif, des recettes, des conseils de jardinage, des sites d'actualité. Mais je tombai alors sur un historique de recherche qui me fit m'arrêter net. Comment savoir si j'aime encore mon mari? Crise de la quarantaine, femme de plus de 50 ans. Affaire avec des voisins, conséquences. Comment dire à mon mari que je suis malheureuse? Les recherches dataient d'il y a 4 semaines, juste avant que je ne m'envole pour Singapour. Mon cœur se serra douloureusement. Elle avait planifié ça. Ce n'était pas un faux pas spontané, une faiblesse soudaine. Elle avait activement cherché une liaison. Ou pas? Je continuais à faire défiler l'historique, mais ne trouvais rien qui confirme cette théorie. Peut-être qu'elle avait vraiment juste cherché des réponses, qu'elle avait été confuse. En dernier recours, j'ouvris la galerie photo. Des centaines d'images, Julia enfant, nos vacances, des réunions de famille, des photos de jardin. Je fis défiler les photos les plus récentes et m'arrêtai. Il y avait des photos d'il y a environ 3 semaines. Des photos de notre jardin, de nouvelles plantes qu'Heidi avait plantées. Et sur le bord d'une des photos, presque pris par hasard, Thomas. Il se tenait près de notre clôture de jardin, un verre à la main, et souriait à l'objectif. Je continuais à faire défiler. Plus de photos de travaux de jardinage, puis une de Thomas en train de couper une grosse branche de notre pommier. Son torse était nu, il avait apparemment enlevé sa chemise parce qu'il faisait chaud. La photo suivante le montrait lui et Heidi, bras dessus bras dessous devant l'arbre fraîchement taillé, tous deux riant. Les photos devinrent plus personnelles. Thomas et Heidi dînant sur notre terrasse. Thomas cuisinant dans notre cuisine. Un selfie des deux, joue contre joue,
avec des verres à vin à la main. La dernière photo datait de la veille. Elle montrait Thomas assis sur notre canapé, un livre à la main, détendu, comme s'il était chez lui. Comme si c'était sa maison. Son sourire était sûr de lui, presque provocateur. Je posai la tablette et respirai profondément. La douleur dans ma poitrine était maintenant un feu brûlant. Non seulement Heidi m'avait trompé ou elle avait documenté sa liaison, comme un trophée. Mon regard se posa sur notre lit conjugal. Avait-il couché ici? Dans le lit où nous avions dormi pendant 32 ans? Avait-elle invité cet homme dans nos espaces les plus intimes, pendant que je travaillais à des milliers de kilomètres pour notre avenir? Je finis de faire ma valise, pris la tablette avec moi et quittai la chambre. En descendant, mon smartphone sonna. La sœur d'Heidi, Renate. J'hésitai un instant à ignorer l'appel, puis décidai de répondre. Herbert, dit Renate sans embâche. Heidi est ici. Elle est effondrée. Elle n'est pas la seule, répondis-je froidement. Elle m'a tout raconté. Elle est vraiment désolée. Je peux l'imaginer. Renate soupira. Herbert, je ne défends pas ce qu'elle a fait. C'était mal. Mais vous deux, vous devez parler. On ne jette pas 30 ans de mariage comme ça. C'est elle qui les a jetés, pas moi, dis-je, plus sèchement que je ne l'avais voulu. Les gens font des erreurs, Herbert. De grosses erreurs. La question est de savoir ce que vous en faites. Je restai silencieux un moment. J'ai besoin de temps, Renate. Je comprends. Mais promets-moi que tu lui parleras quand tu seras prêt. Je ne peux rien promettre pour l'instant, dis-je, mettant fin à la conversation. Dehors, il pleuvait toujours. J'ai appelé un taxi et attendu sous l'avant-toit. Mon regard se porta sur la maison d'Axan Grave côté. La maison de Thomas. Les rideaux étaient tirés, aucun signe de vie. Quand le taxi arriva, je jetai un dernier coup d'œil à notre maison. La maison qui avait été notre foyer pendant 30 ans. Maintenant, j'avais l'impression que c'était un endroit où je n'étais plus le bienvenu. Dans le taxi, j'ai rouvert la tablette d'Heidi et j'ai commencé à supprimer systématiquement toutes les photos de Thomas. C'était un acte de vengeance futile et enfantin, mais ça faisait du bien. Avec chaque image supprimée, un petit morceau de ma colère semblait disparaître. Quand j'eus terminé, j'ai également effacé son historique de recherche. Puis j'éteignis la tablette et me suis adossé. J'étais épuisé, émotionnellement vidé, mais ma tête était plus claire que la nuit précédente. Je savais maintenant ce que je devais faire. Je n'agirais pas de manière impulsive. Je prendrais le temps dont j'avais besoin pour décider si notre mariage était encore sauvable. Et ensuite, je parlerai à Heidi. Pas aujourd'hui, pas demain. Mais bientôt. J'ai passé les jours suivants comme en état de transe. Pendant la journée, j'étais assis dans ma chambre d'hôtel, à fixer mon ordinateur portable et à essayer de me concentrer sur le travail qui s'était accumulé pendant mon absence. La nuit, je restais éveillé et repassais sans cesse la scène dans notre chambre, comme si mon cerveau avait mis en place une boucle sans fin dont je ne pouvais pas m'échapper. Heidi continuait à m'écrire des messages. Je les ai tous lus, mais je n'ai répondu que sporadiquement et de manière laconique. Je vais bien. J'ai encore besoin de temps. Non, ne viens pas à l'hôtel. Le 3e jour, Julia a appelé. Son numéro sur l'écran de mon smartphone a fait battre mon cœur plus vite. Heidi lui avait-elle déjà raconté ce qui s'était passé? Papa? Est-ce que tout va bien chez vous? A-t-elle demandé sans embâche après que j'ai décroché. Sa voix était inquiète, mais pas comme si elle était déjà au courant. Pourquoi tu demandes? Esquivai-je. Maman m'a appelé hier. Elle avait l'air bizarre. Elle a dit qu'elle était chez tante Renate parce que vous aviez besoin d'une pause. Qu'est-ce qui se passe, papa? J'ai fermé les yeux et me suis frotté l'arête du nez. Que devais-je lui dire? La vérité? Une version édulcorée? Ou un mensonge complet? Ta mère et moi, nous avons certaines choses à régler, dis-je finalement. Quelles choses? Vous avez toujours été si stable. Le mot me frappa comme une flèche. Stable. C'était tout ce que notre mariage avait été pour notre fille? Pas passionné, pas inspirant, pas exemplaire. Juste stable. Les gens changent, Julia, dis-je doucement. Parfois dans des directions différentes. Papa, tu me fais peur. Vous parlez de divorce?
La question plana entre nous comme un poids lourd. Est-ce de cela que nous allions parler? Était-ce le point final inévitable? Je ne sais pas, ma chérie, répondis-je honnêtement. Pour l'instant, j'ai juste besoin de prendre de la distance pour réfléchir. Mais que s'est-il passé? Vous étiez heureux. Du moins, c'est ce que j'ai toujours pensé. Je soupirai profondément. Julia, je ne veux pas que tu t'inquiètes. Ta mère et moi allons régler ça. D'une manière ou d'une autre. Est-ce que je dois rentrer à la maison, demanda-t-elle, et pendant un instant, elle a de nouveau eu la voix de la petite fille qui venait se blottir dans notre lit pendant un orage. Non, ce n'est pas nécessaire. Concentre-toi sur ton travail. On te contactera quand on aura les idées claires. Après la conversation, je me suis senti encore plus seul qu'avant. Julia était inquiète, et je n'avais pas pu lui donner de réponse rassurante. Parce que je n'en avais pas moi-même. Le 4e jour, j'ai décidé de rentrer à la maison. Pas pour rester, mais pour prendre plus de vêtements et quelques documents dans mon bureau. Et peut-être pour trouver d'autres preuves de l'infidélité d'Heidi. Quelque chose en moi voulait connaître toute l'étendue de sa trahison. Il était tôt dans l'après-midi quand je me suis garé devant notre maison. L'Audi de Thomas n'était pas dans son allée, mais ça ne voulait rien dire. Il pouvait être au travail ou faire des courses. La maison était silencieuse, comme je l'avais laissée. Heidi était apparemment encore chez sa sœur. Je suis allé directement dans mon bureau et j'ai commencé à rassembler des documents. Pièces justificatives fiscales, police d'assurance, relevé de compte ou tout ce dont j'aurais éventuellement besoin si nous nous séparions. Cette idée me paraissait encore irréelle. Comment avions-nous pu en arriver là après toutes ces années? Alors que je rangeais les documents dans un dossier, mon regard s'est posé sur la photo de famille posée sur mon bureau. Elle avait été prise lors de la remise de diplôme de Julia. Nous trois, rayonnant de fierté. Une famille parfaite. Du moins, c'est ce que je croyais. J'ai retourné la photo face contre le bureau et j'ai quitté le bureau. Dans le salon, je me suis arrêté et j'ai laissé mon regard errer. C'est ici que nous avions passé tant de soirées, Heidi et moi. À lire, à regarder la télévision, à parler. Ou à nous taire, chacun plongé dans son propre monde. Est-ce que ça avait été le début de la fin? Le silence? Mon regard s'est posé sur l'ordinateur portable d'Heidi, posé sur la table basse. Contrairement à sa tablette, je n'avais pas accès à cet ordinateur. Il était protégé par un mot de passe, et je ne connaissais pas ce mot de passe. À moins que si. Je me suis assis et j'ai ouvert l'ordinateur portable. L'écran de connexion est apparu. J'ai essayé l'anniversaire de Julia. Faux. Notre anniversaire de mariage. Faux. L'anniversaire d'Heidi elle-même. Faux. Puis je me suis souvenu de quelque chose. Il y a des années, Heidi m'avait dit qu'elle utilisait le nom de son premier animal de compagnie comme mot de passe, parce que c'était facile à retenir. Un lapin nommé Schnuffel, qu'elle avait eu quand elle était enfant. J'ai tapé Schnuffel. L'écran s'est déverrouillé. Mon cœur battait à tout rompre alors que je commençais à fouiller dans ses fichiers. Je me sentais comme un intrus, un espion dans ma propre maison. Mais je devais savoir ce qui se passait. Dans son programme de messagerie, j'ai trouvé ce que je cherchais. Une adresse distincte, que je ne connaissais pas, et à l'intérieur, des dizaines de messages entre elle et Thomas. Le premier datait d'environ 6 semaines, peu après que j'ai accepté mon voyage à Singapour. Chère Heidi, commençait l'email. C'était agréable de discuter avec toi aujourd'hui. Je ne savais pas que nous avions autant d'intérêts communs. Si tu as besoin d'aide pour le jardin pendant l'absence d'Herbert, fais-le-moi savoir. Je suis là pour toi avec plaisir. Thomas. Assez anodin. Mais la correspondance est rapidement devenue plus personnelle. Thomas, merci pour ton aide aujourd'hui. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui écoute. Herbert et moi, nous ne nous parlons presque plus. Parfois, je me demande s'il s'intéresse encore à moi. Heidi, un homme qui ne sait pas t'apprécier ne te mérite pas. Tu es une femme remarquable, intelligente, spirituelle, attirante. J'apprécie chaque minute passée avec toi. Les emails sont devenus de plus en plus intimes, jusqu'à devenir finalement explicites. Je n'arrive pas à arrêter de penser à hier. À tes mains, à ta bouche. Cela me semble tellement juste, même si je sais que c'est mal. Viens chez moi ce soir.
Barbara est chez sa mère. Nous aurons la maison pour nous. Je fixai l'écran, incapable de détourner le regard, bien que chaque mot fût comme un couteau planté dans mon cœur. Barbara, ça devait être la femme de Thomas. Il la trompait donc, elle aussi. Le dernier email datait d'hier. Heidi, je comprends que tu aies besoin de temps. Mais n'oublie pas ce dont nous avons parlé. Un nouveau départ, toi et moi. Réfléchis YT. Un nouveau départ? Projetait-il de partir ensemble? J'ai fermé l'ordinateur portable et me suis adossé, soudainement épuisé jusqu'à la moelle. C'était pire que ce que je craignais. Ce n'était pas une aventure passagère, une faiblesse ponctuelle. C'était planifié, réfléchi, continu. Et ce n'était pas seulement physique. Les emails révélaient une connexion émotionnelle, qui était peut-être encore plus blessante que l'infidélité physique. Je me suis levé et je suis allé dans la cuisine pour me verser un verre d'eau. J'avais la bouche sèche, la tête me faisait mal. Alors que je portais le verre à mes lèvres, j'ai entendu un bruit provenant de la porte d'entrée. Des clés dans la serrure. La porte s'est ouverte. Herbert? La voix d'Heidi. Elle était rentrée. Je suis resté figé, le verre d'eau à la main, tandis que ses pas se rapprochaient du salon. Puis elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte. Elle avait l'air fatiguée, avec des cernes sous les yeux et un visage pâle. Ses cheveux étaient négligemment noués en chignon, elle portait un jean et un simple pull. Aucune trace de la femme qui s'était mise sur son 31 pour son amant. « Tu es rentré ?» dit-elle doucement. « Juste pour prendre quelques affaires », répondis-je en posant le verre sur le comptoir. « Herbert, il faut qu'on parle. » « De quoi ?» ?»« De ton nouveau départ avec Thomas. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Quoi ?» ?»« J'ai lu vos emails, Heidi. »« Je sais tout. » Elle ferma les yeux un instant, comme si je l'avais frappée. « Tu as fouillé dans mon ordinateur ? Et tu as couché avec le voisin. Je pense que ma faute est la moins grave. » Elle recula d'un pas, ses mains tremblant légèrement. « Ce n'est pas ce que tu crois. »« Non. » »« Alors explique-moi. Explique-moi comment tu as pu jeter 30 ans de mariage pourquoi ? Quelques semaines d'excitation avec un jeune homme. Il n'a jamais été question de son âge ou d'excitation, dit-elle, et sa voix devint soudainement plus ferme. Il s'agissait d'être vu, Herbert. D'être écouté. D'être apprécié. Je t'ai toujours apprécié, m'écriai-je. J'ai travaillé pour cette famille, j'ai tout fait pour. Pourquoi, me coupa-t-elle ? Pour gagner de l'argent ? Pour payer la maison ? Pour assurer une retraite confortable ? Tout cela est important, Herbert, mais ce n'est pas tout. Alors, que veux-tu ? Demandai-je, et ma voix se brisa. Elle s'approcha, mais resta hors de portée. Je veux un homme qui me regarde vraiment. Qui me demande comment s'est passée ma journée et qui écoute réellement la réponse. Qui remarque si j'ai une nouvelle coiffure ou si je suis triste. Qui me parle, pas seulement des factures et des réparations, mais des rêves et des angoisses et de toutes ces choses dont nous parlions autrefois. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Avais-je été si aveugle ? Si sourd à ses besoins ? Et Thomas fait tout ça, demandai-je amèrement. Elle hésita. Il a écouté. Il a posé des questions. Il a pris le temps. Pendant que j'étais à Singapour à travailler pour nous. Tu étais parti bien avant Singapour, Herbert, dit-elle doucement. Physiquement ici, mais mentalement ailleurs. Quand avons-nous vraiment parlé pour la dernière fois ? Pas de Julia, de la maison ou des finances, mais de nous ? Je voulais protester, lui dire qu'elle disait des bêtises. Mais une partie de moi savait qu'elle avait raison. Quand avions-nous parlé de nos sentiments pour la dernière fois ? De nos rêves ? De quelque chose de plus important que le quotidien ? Ça ne justifie pas ce que tu as fait, dis-je finalement. Non, ça ne le justifie pas, admit-elle, et à ma surprise, je vis des larmes dans ses yeux. C'était une erreur. J'ai fait une erreur terrible, et je la regrette profondément. Mais Herbert, je ne veux pas que notre mariage se termine. Je t'aime toujours. Comment peux-tu dire ça, après tout ce qui s'est passé ? Parce que c'est vrai, dit-elle simplement. Ce que j'ai ressenti pour Thomas, ce n'était pas de l'amour. C'était de l'attention, de la validation, toutes ces choses qui me manquaient. Mais ce n'était pas ce que je ressens pour toi, ce que j'ai toujours ressenti pour toi.
Je secouai la tête, incapable de traiter ses paroles. Une partie de moi voulait la croire, voulait pardonner et aller de l'avant. Une autre partie était trop blessée, trop en colère. Je ne peux pas faire ça maintenant, dis-je en la contournant pour aller chercher mes documents dans le salon. Herbert, s'il te plaît, dit-elle en me suivant. Parlons-en. Essayons de réparer les choses. Je me tournai vers elle, la serviette avec les documents à la main. Tu sais ce qui est le pire, Heidi? Ce n'est pas que tu aies couché avec lui. C'est que tu lui aies dit des choses que tu aurais dû me dire à moi. Que tu lui aies ouvert ton cœur, alors que tu fermais le mien. J'ai essayé de te parler, dit-elle, et sa voix tremblait. Tellement de fois. Mais tu étais toujours occupé, toujours distrait. À un moment donné, j'ai abandonné. Nous nous tenions face à face, deux personnes qui avaient autrefois été plus proches que quiconque au monde, et maintenant séparées par un gouffre qui semblait infranchissable. Je dois partir, dis-je finalement. Quand reviens-tu? Demanda-t-elle doucement. Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. J'ai besoin de temps. Elle acquiesça, des larmes coulant sur ses joues. J'attendrai. Aussi longtemps qu'il faudra. Je me dirigeai vers la porte, mais me retournai une dernière fois. Tu le vois encore? Elle secoua la tête avec véhémence. Non. C'est fini. C'était déjà fini avant ton retour. Je lui avais dit que c'était une erreur, que je n'abandonnerais pas mon mariage. Et comment a-t-il réagi? Elle hésita. Il n'était pas ravi. Il pensait que nous avions un avenir. Quelque chose dans son ton attira mon attention. T'a-t-il menacé? Non, rien de tel. Il était juste déçu. En colère. Il a dit des choses qu'il ne pensait pas. J'hochai lentement la tête. Fais attention à toi, Heidi. Toi aussi, Herbert, dit-elle, et pendant un instant, je vis la femme dont j'étais tombé amoureux il y a toutes ces années. Vulnérable, honnête, avec un cœur aussi grand que le ciel. Puis je suis parti, j'ai fermé la porte derrière moi et je suis sorti dans la froide journée d'automne. En m'installant dans ma voiture, je remarquai l'Audi de Thomas qui s'engageait dans son allée. Il se gara et sortit, me regarda. Nos regards se croisèrent à distance. Il m'a fait un signe de tête, presque comme un défi. Je l'ai regardé fixement en retour, laissant toute ma colère et ma douleur se déverser dans ce regard. Puis, j'ai démarré le moteur et suis parti. Sur le chemin du retour à l'hôtel, j'ai repensé aux paroles de Heidi. Avais-je vraiment été si absent? Si inattentif? L'avais-je poussé à chercher ailleurs ce que je ne pouvais pas lui donner? La réponse n'était pas simple. Mais pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti autre chose que de la colère et de la douleur. J'ai senti une étincelle, pas de pardon, pas encore. Mais peut-être de compréhension. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une décision prise. Je ne pouvais plus rester à l'hôtel, me cacher pendant que ma vie était en ruine. Il était temps d'affronter la situation et cela signifiait parler à Thomas. Pas pour me battre ou menacer. Mais pour comprendre. Pour entendre l'autre version de l'histoire, aussi difficile que ce soit. J'ai pris une douche, me suis rasé soigneusement et j'ai enfilé des vêtements propres. Dans le miroir, j'ai vu un visage que je reconnaissais à peine. Les yeux cernés, de nouvelles rides autour de la bouche, le teint pâle. Une semaine seulement s'était écoulée depuis que j'avais découvert Heidi et Thomas dans notre chambre, mais cela me semblait une éternité. Sur le chemin de la maison, je me suis arrêté à une station-service pour acheter du café. Mes mains tremblaient légèrement en tenant le gobelet. Nervosité? Peur? Ou simplement de l'épuisement après toutes ces nuits blanches? Il était un peu après 9 heures lorsque j'ai tourné dans notre rue. La voiture de Heidi était garée dans l'allée, mais je l'ai dépassée et me suis garé devant la maison de Thomas. Son Audi n'était pas visible. Peut-être était-il au travail ou parti faire des courses. Je suis resté assis dans la voiture à attendre. Après environ 20 minutes, j'ai vu une Audi bleu foncé tourner au coin de la rue. Thomas. Il s'est garé dans son allée, est sorti et s'est dirigé vers le coffre pour en sortir des sacs de courses. Je suis sorti de ma voiture et me suis lentement approché de lui. Il ne m'a remarqué que lorsque je n'étais plus qu'à quelques mètres de lui. Ses yeux se sont brièvement écarquillés de surprise, puis son visage a pris une expression neutre. Herbert, a-t-il dit en posant les sacs de courses par terre. Je me demandais quand tu allais te montrer.
On peut parler, ai-je demandé, surpris par le calme de ma propre voix. Il a hésité un instant, puis a hoché la tête. Entre. Je l'ai suivi dans la maison, l'aidant même à porter les courses. C'était une maison moderne, semblable à la nôtre, mais meublée différemment. Plus minimaliste, plus froide. Pas une maison familiale, mais plutôt comme sortie d'un magazine de décoration. Dans la cuisine, il a posé les sacs et s'est tourné vers moi. Un café? J'ai secoué la tête. Non, merci. Alors viens dans le salon, a-t-il dit, me conduisant à travers un court couloir. Le salon était spacieux, avec de grandes fenêtres donnant sur le jardin bien entretenu. Nous nous sommes assis dans des fauteuils opposés, comme des adversaires avant un duel. Alors, a-t-il commencé, qu'est-ce que tu veux savoir? La franchise de sa question m'a surpris. Je m'attendais à des détours, à des excuses ou des justifications. Pourquoi, ai-je simplement demandé. Pourquoi ma femme? Pourquoi ma maison? Tu as ta propre femme, ta propre vie. Thomas s'est adossé et m'a regardé avec un air pensif. Barbara et moi sommes séparés depuis 2 ans, a-t-il dit. Elle n'est ma femme que sur le papier. Nous nous sommes éloignés, mais aucun de nous ne voulait faire le premier pas vers le divorce. Lâcheté, peut-être. L'information m'a surpris. Heidi et moi n'avions jamais beaucoup fréquenté les voisins, encore moins les nouveaux arrivants comme Thomas et sa femme. Nous avions bavardé par-dessus la clôture du jardin, discuté brièvement lors de rencontres fortuites, mais nous n'avions jamais vraiment passé de temps ensemble. Ça n'explique pas pourquoi tu as couché avec ma femme, ai-je dit, et la colère que j'avais si soigneusement gardée sous contrôle commençait à remonter. Non, ça n'explique pas, a-t-il reconnu. C'était mal, Herbert. Je le sais. Mais c'est arrivé, et je ne peux pas revenir en arrière. Tu l'aimes, ai-je demandé, les mots amers sur ma langue. Thomas a hésité, et à ce moment-là, je l'ai haï plus que jamais. J'éprouve quelque chose pour Heidi, oui, a-t-il finalement dit. C'est une femme remarquable. Intelligente, chaleureuse, pleine de vie. Mais de l'amour? Je ne sais pas. Peut-être était-ce le début de quelque chose qui aurait pu devenir de l'amour. Elle t'a dit que c'était fini. Il a lentement hoché la tête. C'est ce qu'elle a fait. Il y a quelques jours. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas briser son mariage, qu'elle t'aimait encore. Les mots devraient me réconforter, mais ce n'est pas le cas. Et tu l'as menacée? Les sourcils de Thomas se sont arqués. Menacée? Non. J'étais en colère, oui. Déçu. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Mais je ne l'ai jamais menacée. Que as-tu dit? Il soupira et passa une main dans ses cheveux. Que c'était une lâche. Qu'elle choisissait une vie dans la médiocrité au lieu de tenter quelque chose de nouveau. Que tu ne l'apprécierais jamais autant que moi. Chaque mot était comme un coup. Tu ne me connais pas, dis-je doucement. Tu ne sais rien de mon mariage. Non, admit-il. Mais je sais ce que Heidi m'a dit. Qu'elle se sent seule. Que vous ne vous parlez presque plus. Que tu parles plus à ton ordinateur portable qu'à elle. J'ai voulu protester, lui dire qu'il mentait. Mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Parce qu'au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Pas surtout, mais suffisamment pour que ça fasse mal. Qu'est-ce que tu veux maintenant, demandai-je à la place. De Heidi? De moi. Thomas se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Je ne veux rien de toi, Herbert. Et de Heidi, eh bien, elle a fait son choix. Elle veut rester avec toi, sauver son mariage. Je respecte ça. Vraiment? Oui, dit-il avec une détermination surprenante. J'ai peut-être beaucoup de défauts, mais je ne suis pas un monstre. Je vais me retirer, vous laisser de l'espace. Si vous arrivez à réparer votre mariage, alors je vous souhaite tout le bonheur possible. Je le fixai, cherchant des signes de duplicité, mais je n'en trouvais aucun. Et si ce n'est pas le cas? Si nous n'y arrivons pas? Un sourire fugace effleura son visage. Alors ce serait une autre situation. Mais ce n'est pas ma décision, Herbert. C'est la vôtre, la tienne et celle de Heidi. Nous restâmes silencieux pendant un moment, chacun plongé dans ses propres pensées. La conversation se déroulait différemment de ce que j'avais imaginé. Pas de reproches, pas de menaces, pas de confrontation dramatique.
Juste deux hommes qui parlaient d'une femme qu'ils aimaient tous les deux à leur manière. Je devrais y aller, dis-je finalement en me levant. Thomas se leva également. Herbert, dit-il alors que je me tournais vers la porte. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Pas d'avoir des sentiments pour Heidi, mais de la façon dont j'ai géré ça. C'était irrespectueux envers toi. J'acquiesçai brièvement, incapable de faire plus, et me dirigeai vers la porte. Dehors, je respirais profondément l'air frais de l'automne. Le soleil brillait, un contraste étrange avec la tempête émotionnelle qui sévissait en moi. Mon regard se porta sur notre maison. La voiture de Heidi était toujours garée dans l'allée. Était-elle à l'intérieur? M'attendait-elle? Presque sans m'en rendre compte, je me retrouvais en train de marcher vers notre porte d'entrée. Je sonnai, bien que j'aie une clé. Il ne me semblait pas juste d'entrer comme si de rien n'était. Heidi ouvrit presque immédiatement, comme si elle attendait près de la porte. Ses yeux s'écarquillèrent en me voyant. « Herbert » dit-elle, et dans sa voix il y avait un mélange de surprise et d'espoir. « On peut parler » demandai-je, les mêmes mots que j'avais adressés à Thomas. Elle acquiesça et se recula pour me laisser entrer. Je la suivis dans le salon, où nous nous assîmes sur le canapé avec une distance entre nous, comme si nous étions des étrangers. « J'ai parlé à Thomas » dis-je sans détour. Ses yeux s'écarquillèrent. Quoi? Pourquoi? Je devais entendre sa version de l'histoire. Comprendre ce qui s'était passé. Elle déglutit difficilement. Et ça a aidé. Je réfléchis un instant. Je ne sais pas. Peut-être. Il a confirmé ce que tu as dit, que c'est fini, que tu as décidé de rester avec moi. Elle acquiesça lentement. C'est ce que j'ai fait. Herbert, je sais que tu ne pourras peut-être jamais me pardonner. Mais je veux que tu saches que je t'aime. Que j'ai commis une terrible erreur que je regrette chaque jour. Pourquoi l'as-tu commise, demandai-je, et c'était la question qui me tourmentait depuis des jours. Étais-je un si mauvais mari? Non, dit-elle immédiatement. Tu es un homme bien, Herbert. Un bon mari à bien des égards. Tu as subvenu à nos besoins, tu as toujours été fiable, fidèle. Mais... Elle soupira profondément. Mais à un moment donné, nous avons cessé de nous parler. De vraiment nous parler. De nos sentiments, de nos rêves, de nos peurs. Nous sommes devenus des colocataires plutôt que des partenaires. Et moi, je me sentais invisible. Tu aurais pu me parler, dis-je, mais même pour moi, ça sonnait creux. J'ai essayé, dit-elle doucement. Tant de fois. Mais tu étais toujours occupé, toujours distrait. Ton travail, tes projets, ton ordinateur, tout semblait plus important que moi. Les mots me frappèrent comme un coup. Était-ce vrai? L'avais-je vraiment négligé à ce point? Quand Thomas a commencé à s'intéresser à moi, à ce que je pensais et ressentais, c'était enivrant, continua-t-elle. Soudain, il y avait quelqu'un qui m'écoutait, qui me voyait. C'était comme une drogue. Et ça justifie que tu aies couché avec lui. Dans notre lit? Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. Non. Rien ne justifie ça. C'était une erreur, et je le regretterai le restant de mes jours. Nous restâmes silencieux un moment. Le tic-tac de la pendule du couloir résonnait bruyamment dans le silence. Et maintenant, finit-elle par demander. C'était la question que je me posais depuis des jours. Et maintenant? Pouvions-nous continuer? Réparer notre mariage? Oui, avait-il eu trop de brisures? Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Une partie de moi veut te pardonner, veut essayer. Une autre partie est tout simplement trop blessée. Elle acquiesça, comme si elle ne s'attendait pas à une autre réponse. Je comprends. Et j'attendrai, Herbert. Aussi longtemps qu'il le faudra. Et si je décide que c'est fini, demandai-je, les mots à peine plus qu'un murmure. Elle ferma brièvement les yeux, comme si cette pensée lui causait une douleur physique. Alors je l'accepterai. Ce serait de ma faute, pas de la tienne. Je me levai, soudain épuisé par toutes ces émotions, toutes ces conversations. J'ai besoin de réfléchir, dis-je. Seul. Vas-tu retourner à l'hôtel, demanda-t-elle. J'hésitai. L'hôtel était froid, impersonnel, solitaire. Mais notre maison ne ressemblait plus à un foyer. C'était un lieu de souvenirs, de bons souvenirs et maintenant de souvenirs très douloureux.
Oui, dis-je finalement. Encore un peu. Elle acquiesça, se leva également. Herbert, dit-elle, alors que je me tournais vers la porte. Je t'aime. Cela n'a jamais changé. Même pendant tout ça. Ça a toujours été là, cet amour pour toi. Je l'avais juste perdu sous toute cette douleur et cette solitude. Je me retournai vers elle, vis le désespoir dans ses yeux, le remords, l'amour. Et pour la première fois depuis que je l'avais surprise avec Thomas, je ressentis autre chose que de la colère et de la douleur. Une infime étincelle d'espoir. Je te recontacterai, dis-je et je partis. Dehors, je m'assis dans ma voiture, mais je ne démarrai pas le moteur tout de suite. Au lieu de cela, je restais assis là, à repenser aux conversations que j'avais eues aujourd'hui. Avec Thomas, avec Heidi. Tous deux avaient parlé de solitude. De manque de communication. De négligence. Est-ce vraiment ce qu'était devenu notre mariage? Deux personnes vivant côte à côte sans vraiment se voir? Et si oui, qu'est-ce que cela signifiait pour notre avenir? Je démarrai le moteur et retournai à l'hôtel, ces questions en tête. Je n'avais pas de réponse, pas encore. Mais pour la première fois depuis des jours, j'avais le sentiment qu'il y avait peut-être, juste peut-être, une voie à suivre. Les jours suivants, je les passais dans un étrange état entre veille et rêve. J'allais au travail, j'accomplissais mes tâches mécaniquement, je parlais de choses futiles avec mes collègues et je retournais à l'hôtel le soir. Mais mon esprit était ailleurs dans le passé, dans le futur, dans un présent qui me semblait irréel. Heidi m'écrivait tous les jours, de courts messages qui n'étaient pas insistants, mais qui disaient simplement « Je suis là. Quand tu seras prêt ». Le troisième jour après mes conversations avec Thomas et Heidi, je décidai d'appeler Julia. Elle avait le droit de savoir ce qui se passait dans notre famille, même si les détails étaient peut-être trop douloureux à partager. « Papa, dit-elle en décrochant. Je me suis tellement inquiété. Maman ne veut pas me dire ce qui se passe, juste que vous avez des problèmes. » Je soupirai et m'assis sur le lit d'hôtel. C'est compliqué, ma chérie. Assez compliqué pour vivre à l'hôtel au lieu de rentrer à la maison. Pour l'instant, oui. Maman, a-t-elle rencontré quelqu'un d'autre, demanda-t-elle avec hésitation. La question me prit au dépourvu. Était-ce si évident? Ou Julia connaissait-elle simplement assez bien sa mère pour deviner ce qui s'était passé? Il y a eu une situation, dis-je prudemment. Ta mère et moi devons clarifier certaines choses. Sur notre relation, notre avenir. Tu parles de divorce, demanda-t-elle, et sa voix devint soudain très jeune et vulnérable. Je ne sais pas, Julia. Honnêtement, je ne sais pas grand-chose pour le moment. À part que j'ai besoin de temps pour réfléchir. Mais vous avez toujours été si stable, dit-elle, et ce mot résonna dans ma tête. Stable. Encore ce mot. Comme si la stabilité était tout ce qui constituait notre mariage. Parfois, la stabilité ne suffit pas, dis-je doucement. Parfois, il faut plus. Que puis-je faire, demanda-t-elle. Dois-je rentrer à la maison? Non, ma chérie. Reste à Munich, concentre-toi sur ton travail. Ta mère et moi allons régler ça. D'une manière ou d'une autre. Après la conversation, je me sentis étrangement soulagé. Julia savait au moins maintenant que quelque chose n'allait pas, même si je ne lui avais pas dit toute la vérité. Je le ferai quand le moment serait venu. Quand je saurais moi-même comment les choses allaient se passer. Le lendemain, un samedi, j'ai décidé de faire une longue promenade. Le temps était frais, mais clair, idéal pour la réflexion. J'ai marché dans le parc près de l'hôtel, observant des familles avec des enfants, des couples âgés qui se promenaient main dans la main, des joggeurs, des propriétaires de chiens. Des gens normaux avec des vies normales. Avais-je déjà eu ça, moi aussi? Une vie normale? Ou notre mariage était-il déjà en difficulté bien avant la liaison d'Heidi, sans que je m'en sois rendu compte? Je me suis assis sur un banc et j'ai fermé les yeux, laissant le soleil d'automne réchauffer mon visage. Dans ma tête, les souvenirs ont commencé à remonter à la surface, comme des bulles dans une marmite en ébullition. Heidi, qui m'annonçait il y a 5 ans, au petit déjeuner, qu'elle voulait s'inscrire à un cours de peinture. J'avais hoché la tête sans lever les yeux de mon journal, et j'avais marmonné, fais-le. Avait-elle jamais suivi ce cours? Je ne savais pas. Heidi, qui portait une nouvelle robe à Noël dernier, ses cheveux coiffés différemment. L'avais-je remarqué?
Lui avais-je fait un compliment? Je ne me souvenais pas. Heidi, assise en pleurs dans le salon il y a 3 mois, quand je suis rentré du travail. J'avais demandé ce qui n'allait pas, et elle avait dit, rien. Juste une mauvaise journée. Avais-je insisté? Avais-je essayé de la réconforter? Ou avais-je juste hoché la tête et étais-je allé dans mon bureau? Ces souvenirs faisaient mal parce qu'ils dressaient un portrait que je ne voulais pas voir. Le portrait d'un homme qui tenait sa femme pour acquise. Qui ne voyait pas, n'entendait pas, ne ressentait pas. Était-ce l'homme que j'étais devenu? Mon smartphone a vibré dans ma poche. Un message d'Heidi, belle journée aujourd'hui. J'espère que tu en profites, où que tu sois. J'ai fixé les mots, incertain de la façon de répondre. Finalement, j'ai tapé, au parc. Je réfléchis. Sa réponse est arrivée immédiatement, c'est bien. Réfléchis autant que tu as besoin. Je suis là. J'ai rangé le téléphone et je me suis levé. La promenade ne m'avait pas apporté la clarté que j'espérais, mais elle avait eu un autre effet, elle m'avait montré que je faisais partie du problème. Pas la liaison, c'était la décision d'Heidi seule, sa responsabilité. Mais l'état de notre mariage avant la liaison? J'en portais ma part. De retour à l'hôtel, je me suis assis au petit bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Au lieu de vérifier mes emails ou de travailler sur des rapports, j'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à écrire. Pas pour Heidi, pas pour qui que ce soit d'autre. Pour moi-même. J'ai écrit sur notre mariage, sur les bons moments et les mauvais. Sur les moments où j'avais négligé Heidi, où je n'avais pas écouté, pas vu. Sur mes propres peurs et incertitudes, que je n'avais jamais partagées avec elle. Sur la routine qui avait dicté notre vie, le confort qui était devenu un piège. Et j'ai écrit sur la liaison. Sur la douleur, la trahison, la colère. Sur les images dans ma tête, qui ne voulaient pas disparaître. Sur la question de savoir si je pourrais à nouveau faire confiance un jour. Quand j'ai fini, des heures s'étaient écoulées. Dehors, il faisait nuit noire, et mon dos me faisait mal d'être resté assis si longtemps. Mais ma tête était plus claire, comme si l'écriture avait dissipé un brouillard. J'ai enregistré le document, fermé l'ordinateur portable et je me suis adossé à ma chaise. Pour la première fois depuis des jours, je savais ce que je voulais faire. Pas ce que je devais faire ou ce que les autres attendaient de moi. Mais ce que je voulais vraiment. Je voulais essayer. Je voulais voir si nous pouvions sauver notre mariage. Pas par souci de stabilité ou à cause des 30 années que nous avions passées ensemble. Mais parce que j'aimais toujours Heidi, malgré tout. Et parce que je croyais qu'elle m'aimait encore aussi. Ce ne serait pas facile. La trahison était profonde, et reconstruire la confiance prendrait du temps. Peut-être que ce ne serait plus jamais comme avant. Mais peut-être que ce pourrait être différent. Peut-être même mieux. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai écrit à Heidi, on peut parler demain? Chez toi. Sa réponse est arrivée presque immédiatement, oui. Quand tu veux. 11 heures, ai-je proposé. Je serai là. J'ai posé le téléphone et suis allé dans la salle de bain pour me préparer pour la nuit. Dans le miroir, j'ai vu un visage que je n'avais pas vraiment regardé depuis des jours. Les yeux étaient fatigués, mais plus clairs. Les rides autour de la bouche plus profondes, mais plus aussi amèrement contractées. C'était le visage d'un homme qui avait traversé l'enfer et qui en ressortait de l'autre côté. Pas indemne, mais vivant. Pas inchangé, mais peut-être plus fort. J'ai mieux dormi cette nuit-là que toutes les nuits précédentes. Pas de cauchemar, pas des heures à ruminer. Juste un sommeil profond et réparateur. Le matin, je me suis réveillé tôt, j'ai pris une douche et me suis habillé avec soin. Pas trop formel, mais pas trop décontracté non plus. Je voulais montrer à Heidi que j'avais fait des efforts, que cette conversation était importante pour moi. En allant vers notre maison, je me suis arrêté chez un fleuriste. Pas pour un gros bouquet ou des roses, ça aurait été trop théâtral, une gesticulation excessive. À la place, j'ai acheté un seul tournesol. La fleur préférée d'Heidi, lumineuse et vive comme elle. En me garant devant notre maison, j'ai senti mon cœur s'emballer. Nervosité, impatience, angoisse, tout se mélangeait en un cocktail d'émotions qui me donnait le vertige. J'ai sonné, le tournesol à la main. Heidi a ouvert presque immédiatement, comme si elle attendait derrière la porte. Elle portait un jean et un pull bleu clair, ses cheveux étaient fraîchement lavés et retombaient en douces ondulations autour de son visage. Elle avait l'air plus jeune,
moins épuisée que lors de notre dernière rencontre. Herbert, dit-elle, et un sourire prudent illumina son visage. Entre. Je lui ai tendu le tournesol. Pour toi. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise, puis se remplirent de larmes. Tu t'en es souvenu. De ta fleur préférée? Bien sûr. Elle prit la fleur, ses doigts frôlant les miens. Merci. Il est magnifique. Nous sommes allés au salon, nous nous sommes assis sur le canapé au plus près que la dernière fois, mais toujours avec une distance entre nous. J'ai réfléchi, commençai-je. J'ai beaucoup réfléchi. À nous, à moi, à tout. Elle acquiesça, attendant patiemment que je continue. Ce que tu as fait m'a profondément blessé, dis-je, et ma voix se brisa légèrement. La trahison, les mensonges, ça a remis en question tout ce que je pensais de notre mariage. Je sais, dit-elle doucement. Et j'en suis infiniment désolé. Mais, continuai-je, j'ai aussi réalisé que j'avais ma part de responsabilité. Pas dans l'adultère, c'était ton choix. Mais dans l'état de notre mariage avant. J'étais absent, inattentif, je t'ai considéré comme acquise. Je n'ai pas vu à quel point tu étais seul. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle ne les essuya pas, j'aurais dû te le dire. Plus clairement, plus fort. J'aurais dû me battre au lieu d'abandonner. Nous avons tous les deux fait des erreurs, dis-je. La question est, que voulons-nous faire maintenant? Elle prit une profonde inspiration. Que veux-tu, Herbert? Je la regardai droit dans les yeux, ces yeux que je connaissais depuis 30 ans, que j'avais aimés dans les bons et les mauvais moments. Je veux essayer, Heidi. Je veux voir si nous pouvons sauver notre mariage. Pas à cause des années que nous avons investies, ou à cause de Julia, ou à cause d'une quelconque pression sociale. Mais parce que je t'aime encore. Malgré tout. Elle sanglota, une main devant sa bouche. Oh Herbert, dit-elle à travers ses larmes. Je t'aime aussi. Tellement. Et je te jure que je ferai tout pour regagner ta confiance. Tout. Ce ne sera pas facile, prévins-je. Ça prendra du temps. Et du travail. De notre part à tous les deux. Je sais, dit-elle en prenant doucement ma main. Mais tu en vaux la peine. Nous en valons la peine. Je serrai sa main, sentant sa chaleur, sa familiarité. Peut-être devrions-nous consulter un professionnel, proposai-je. Un conseiller conjugal. Elle acquiesça immédiatement. Oui, c'est une bonne idée. J'ai déjà fait des recherches, il y a de bons thérapeutes dans le coin. Sa volonté de tout faire pour sauver notre mariage me touchait. Cela me montrait qu'elle était sérieuse, que ce n'était pas que de vains mots. Et Thomas, demandai-je, le nom toujours amer sur ma langue. Je ne l'ai plus vu ni parler depuis notre dernière conversation, dit-elle fermement. Et je ne le ferai pas. Il est le passé. J'acquiesçai lentement. Bien. Mais nous devons aussi parler de la façon dont nous allons gérer le fait qu'il soit notre voisin. Nous ne pouvons pas l'éviter éternellement. Non, acquiesça-t-elle. Mais nous pouvons fixer des limites claires. Et peut-être devrions-nous envisager de déménager. De prendre un nouveau départ ailleurs. L'idée était étonnamment séduisante. Une nouvelle maison, sans les souvenirs de trahison et de douleur. Un nouveau départ. Ça vaut la peine d'y réfléchir, dis-je. Mais faisons un pas à la fois. Elle sourit, un vrai sourire plein d'espoir qui atteignait ses yeux. Un pas à la fois, répéta-t-elle. Ça me va. Nous sommes restés assis là, main dans la maison qui contenait tant de souvenirs bons et mauvais. Et pour la première fois depuis que j'avais surpris Heidi avec Thomas, j'ai ressenti quelque chose que je croyais perdu, l'espoir. L'espoir d'un avenir qui serait différent du passé, mais peut-être, juste peut-être, meilleur aussi. Tu rentres à la maison, demanda-t-elle doucement. Pas tout de suite, si tu n'es pas encore prêt. Mais... bientôt? Je pensais à cette chambre d'hôtel froide, aux nuits solitaires, à ce sentiment de déracinement qui ne me quittait plus depuis des jours. Et je pensais à notre maison, à la chaleur qu'elle avait autrefois dégagée, à la possibilité de retrouver cette chaleur. Oui, dis-je. Bientôt. Les semaines qui suivirent furent comme des montagnes russes émotionnelles. Des moments de profonde intimité alternaient avec des phases de colère et de méfiance. Parfois, je pouvais regarder Heidi et ne voir que la femme que j'aimais. Puis,
des images d'elle et de Thomas surgissaient dans mon esprit, et la jalousie me serrait la gorge. Nous avions trouvé un conseiller conjugal, le docteur Martens, un homme calme d'une 50aine d'années, avec une voix douce et un regard pénétrant. 2 fois par semaine, nous nous asseyions dans son bureau, parlions de nos sentiments, de nos peurs, de nos espoirs. La confiance, c'est comme un service en porcelaine, dit le docteur Martens lors d'une de nos séances. Une fois brisé, il peut être réparé, mais les fissures restent visibles. La question est de savoir si vous êtes prêt à vivre avec ces fissures, ou si vous préférez acheter un nouveau service. La métaphore était simple, mais pertinente. Pouvais-je vivre avec ces fissures? Pouvais-je accepter que notre mariage ne serait plus jamais comme avant l'adultère? Après 2 semaines à l'hôtel, j'étais rentré à la maison. Pas dans notre chambre, c'était encore trop douloureux. Je dormais à la place dans la chambre d'amis, que Heidi avait aménagée avec soin. Des draps frais, mes livres préférés sur la table de chevet, et même une photo de Julia et moi sur la commode. C'était étrange de se retrouver dans sa propre maison, mais pas dans son propre lit. Comme un visiteur dans ma propre vie. Heidi me laissait de l'espace, ne me forçait à rien. Elle était là quand je voulais parler, se retirait quand j'avais besoin de solitude. Elle préparait mes plats préférés, me demandait comment s'était passée ma journée, écoutait quand je parlais de mon travail. C'était comme si elle essayait, par de petits gestes, de prouver qu'elle me voyait, qu'elle se souciait de moi. Et lentement, presque imperceptiblement, quelque chose commençait à guérir. 1 mois après mon retour à la maison, nous étions assis un soir dans le salon, chacun avec un verre de vin, et nous parlions de la possibilité de déménager. C'était un sujet que nous avions abordé à plusieurs reprises depuis notre première conversation de réconciliation, mais sans jamais l'approfondir. J'ai regardé quelques maisons à Blanquenèze, dit Heidi. En ligne, je veux dire. C'est plus cher qu'ici, mais le quartier est agréable. Plus près de l'eau. Je pris une gorgée de mon vin. Blanquenèze est jolie, oui. Mais c'est loin de mon bureau. Tu pourrais prendre le bateau, suggéra TL. Ou alors on cherche quelque chose dans une autre direction. Il n'est pas obligé d'être à Blanquenèze. Je la regardais par-dessus le bord de mon verre. Elle avait l'air détendue, presque heureuse. Les cernes sous ses yeux, qui avaient été si prononcées dans les premières semaines après la découverte de l'adultère, avaient disparu. Ses cheveux brillaient, ses joues avaient retrouvé de la couleur. « Pourquoi veux-tu tellement déménager ?» demandai-je. « C'est à cause de Thomas. » Elle hésita, posa son verre sur la table. « En partie, oui. C'est difficile de le voir tous les jours, de savoir que tu le vois et que cela te le rappelle. Mais c'est aussi plus que ça. Je pense qu'un nouveau départ pourrait nous faire du bien. Un endroit sans souvenir, sans ombre. » J'acquiesçai lentement. Cette idée avait également son attrait pour moi. Une maison où Thomas n'avait jamais mis les pieds. Une chambre qui n'appartiendrait qu'à Heidi et à moi. Réfléchissons dis-je. Peut-être pourrions-nous visiter quelques maisons ce week-end. Son visage s'illumina. Vraiment? Ce serait merveilleux. À ce moment-là, on sonna à la porte. Heidi fronça les sourcils. Tu attends quelqu'un? Je secouai la tête et me levai. J'y vais. Quand j'ouvris la porte, Thomas se tenait devant moi. Il portait un manteau sombre, ses cheveux étaient ébouriffés par le vent. Il avait l'air surpris de me voir. Herbert, dit-il. Je ne savais pas que tu étais rentré. Je sentis mes muscles se tendre, le calme laborieusement reconstruit des dernières semaines commençait à s'effriter. Que veux-tu, Thomas? Il leva une enveloppe. Une lettre pour Heidi. Elle a été livrée chez nous par erreur. Je fixai l'enveloppe, puis son visage. Était-ce vraiment la raison de sa visite? Ou voulait-il voir si j'étais encore là, si la voie était libre? Je la prends, dis-je en tendant la main. Il hésita un instant, puis me tendit l'enveloppe. Comment allez-vous? Demanda-t-il, sa voix neutre, presque polie. Bien, dis-je sèchement. Merci pour la lettre. Je m'apprêtais à fermer la porte, mais il la retint avec une main. Herbert, je sais que tu n'as aucune raison de me croire, mais je suis content que vous essayiez. Que tu sois revenu. Je le fixai, cherchant des signes de duplicité, mais n'en trouvai aucun. C'est tout, demandai-je. Il hocha la tête et lâcha la porte. Oui. Bonne nuit, Herbert. Bonne nuit,
dis-je en refermant la porte. Quand je retournai au salon, Heidi se tenait près de la fenêtre, les bras croisés autour d'elle comme si elle avait froid. C'était Thomas, confirmai-je en lui tendant l'enveloppe. Une lettre égarée. Elle l'a pris sans la regarder. Qu'est-ce qu'il a dit? Pas grand-chose. Juste qu'il est content que nous essayions. Elle renifla doucement. Quelle générosité de sa part. L'amertume dans sa voix me surprit. Tu lui en veux? Elle se tourna vers moi, un feu que je n'avais pas vu depuis longtemps brillant dans ses yeux. Bien sûr que je lui en veux. Il s'est servi de moi, Herbert. Il a profité de ma solitude, de mon insécurité. Il m'a dit toutes ces choses que je voulais entendre, juste pour obtenir ce qu'il voulait. Tu y as participé volontairement, lui rappelai-je, les mots plus acerbes que prévu. Elle tressaillit, comme si je l'avais frappée. Oui, c'est vrai. Et c'est de ma faute, ma responsabilité. Mais ça ne change rien au fait que c'est un sale manipulateur. Je la regardais, cette femme que je connaissais depuis 30 ans et qui pouvait encore me surprendre. La colère dans ses yeux n'était pas feinte, pas pour mon bénéfice. Elle était réelle. Tu le détestes, constatai-je. Je déteste ce qu'il représente, corrigea-t-elle. Le moment le plus faible de ma vie. La plus grosse erreur que j'ai jamais commise. Elle se rapprocha et posa une main sur ma poitrine. Et je déteste qu'il t'ait fait du mal, à travers moi. Je posai ma main sur la sienne, sentant son cœur battre, rapidement et fort. Déménageons, dis-je soudain, avec détermination. Loin d'ici, loin de lui. Un nouveau départ. Ses yeux s'écarquillèrent. Vraiment? Tu es sérieux? Oui, dis-je. Je pense que c'est le mieux pour nous deux. Elle sourit, un sourire radieux, plein d'espoir, qui me rappela la jeune femme dont j'étais tombé amoureux il y a toutes ces années. Et à ce moment-là, je savais que nous y arriverions. Pas aujourd'hui, pas demain, mais un jour. Les semaines suivantes se déroulèrent dans un tourbillon de visites de maisons, d'entretiens bancaires et de planification. Nous trouvâmes une maison à Ottmarschen, non loin des rives de l'Elbe. Elle était plus petite que notre maison actuelle, mais plus lumineuse, plus moderne, avec un jardin d'hiver qui fit briller les yeux de Heidi. Imagine comme ce sera beau ici au printemps, dit-elle en traversant la pièce inondée de lumière. Toutes les plantes que nous pourrions y avoir. Je l'observais, allant de fenêtre en fenêtre, faisant des plans, rêvant. Il y avait longtemps que je ne l'avais pas vue ainsi pleine d'énergie, pleine de vie. Tu l'aimes vraiment, n'est-ce pas, demandai-je. Elle se tourna vers moi, les yeux brillants. C'est parfait, Herbert. Comme un nouveau chapitre qui ne demande qu'à être écrit. Nous fîmes une offre qui fut acceptée. Le déménagement était prévu pour fin janvier, peu après la visite de Julia pour Noël. Julia. Nous ne lui avions toujours pas dit toute la vérité. Elle savait que nous avions eu des problèmes, que nous travaillions sur notre mariage, que nous allions déménager. Mais nous avions omis les détails de l'affaire. Devons-nous lui dire, demanda Heidi un soir, alors que nous parlions de la visite prochaine de Julia. Ça ne ferait que la blesser, et nous sommes en train de tourner la page. J'y réfléchis. Une partie de moi voulait être honnête, ne pas avoir de secret. Une autre partie voulait protéger Julia, préserver son image de sa mère, de notre famille. Peut-être pas tous les détails, dis-je finalement. Mais elle devrait savoir que c'était plus que de simples problèmes de communication. Heidi hocha la tête lentement. Tu as raison. Elle est adulte. Elle mérite la vérité. Ou du moins une partie. Lorsque Julia arriva 2 semaines plus tard, elle était pleine de questions sur la nouvelle maison, le déménagement, nos projets. Mais je pouvais voir qu'elle nous observait aussi, à la recherche de signes que quelque chose n'allait pas. Le deuxième soir de sa visite, après le dîner, nous nous assîmes avec elle dans le salon. Heidi à côté de moi sur le canapé, Julia en face de nous dans le fauteuil. Julia, commençai-je, ta mère et moi voulions te parler de ce qui s'est passé ces derniers mois. Pourquoi nous avons eu des difficultés. Julia se redressa, son visage soudain grave. C'est très grave. Heidi attrapa ma main et la serra légèrement. C'était grave, oui, dit-elle doucement. Mais nous y travaillons. Nous guérissons. Qu'est-ce qui s'est passé, demanda Julia directement. Je pris une profonde inspiration. Ta mère a eu une relation. Avec quelqu'un d'autre.
Les yeux de Julia s'écarquillèrent, son regard se porta sur Heidi, puis revint vers moi. Une liaison, demanda-t-elle, incrédule. Heidi acquiesça, les larmes aux yeux. Oui. C'était une terrible erreur, une que je regrette chaque jour. J'ai fait beaucoup de mal à ton père, et je travaille à regagner sa confiance. Julia fixa sa mère, comme si elle la voyait pour la première fois. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, dit-elle, sa voix froide. Papa t'a toujours porté au nu. Julia, dis-je doucement, c'est plus compliqué que ça. Nous avions tous les deux notre part de problèmes dans notre mariage. Pas dans la liaison, c'était la décision de ta mère. Mais dans l'état de notre relation avant. Tu essaies de la défendre, demanda Julia, incrédule. Non, dis-je fermement. J'essaie d'être juste. Ta mère a fait une grosse erreur. Mais je n'étais pas le mari parfait. J'étais souvent absent, inattentif. Je l'ai tenue pour acquise. Julia secoua la tête, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Et maintenant? Vous restez ensemble? Vous déménagez? Vous faites comme si de rien n'était. Non, dit Heidi doucement. Nous ne faisons pas comme si de rien n'était. Nous y travaillons. Nous allons en thérapie. Nous parlons plus, nous écoutons plus. Et oui, nous déménageons pour prendre un nouveau départ. Julia resta longtemps silencieuse, son visage un miroir d'émotions contradictoires. Finalement, elle soupira profondément. Je ne comprends pas. Mais c'est votre vie, votre mariage. Si vous voulez essayer, alors je respecte ça. Merci, chérie, dis-je. Ça compte beaucoup pour nous. Elle se leva, me serra fort dans ses bras, puis, hésitante, également Heidi. Je vous aime tous les deux, dit-elle. Même si je suis un peu en colère pour le moment. C'est normal, dit Heidi, les larmes aux yeux. Tu as parfaitement le droit d'être en colère. Le reste de la visite de Julia fut plus discret, mais pas désagréable. Elle nous aida à trier les affaires, à emballer, à nous préparer pour le déménagement. Et lentement, à travers les repas partagés, les conversations, les petits moments de rire, la tension commença à s'estomper. Lorsqu'elle partit, elle nous serra fort tous les deux dans ses bras. Prenez soin l'un de l'autre, dit-elle. Et de vous-même. Après sa visite, je me sentis étrangement soulagé. Comme si la conversation avec Julia avait ôté une autre pierre de ma poitrine. La vérité avait été dite, acceptée, bien que pas entièrement comprise. Nous pouvions continuer. Le déménagement fin janvier fut chaotique, épuisant, mais aussi excitant. La nouvelle maison avait un parfum de nouveauté, dénué de souvenirs. Ici, Thomas ne s'était jamais assis, n'avait jamais ri, n'avait jamais tenu la main de Heidi. Ici, nous n'étions que Heidi et Herbert, un couple qui tentait un nouveau départ. Lors de la première nuit dans notre nouveau foyer, après avoir passé la journée à déballer des cartons et à déplacer des meubles, nous étions assis, épuisés mais satisfaits, sur le sol de notre nouveau salon, entourés de cartons à moitié déballés, et nous mangions une pizza à même la boîte. Ça fait du bien, hein, demanda Heidi, en essuyant un morceau de fromage de son menton. Nouveau. Frais. J'acquiesçai, laissant mon regard parcourir la pièce, encore en désordre, mais déjà prometteuse. Oui, ça fait du bien. Elle se pencha contre moi, son épaule contre la mienne. Merci, Herbert. D'essayer. De me donner une seconde chance. Je passai un bras autour d'elle, la rapprochant. C'était le geste le plus familier depuis la liaison, et il semblait juste. Pas forcé, pas calculé. Simplement juste. Merci de faire en sorte que ça en vaille la peine, dis-je doucement. Elle tourna son visage vers moi, ses yeux remplis d'émotions, amour, remords, espoir. Lentement, presque hésitant, je me penchai et l'embrassai. Un baiser doux, prudent, comme le premier baiser d'un nouveau couple. D'une certaine manière, c'était ce que nous étions à un nouveau couple, apprenant à se connaître à nouveau, à se faire confiance à nouveau. Lorsque nous nous séparâmes, elle sourit, les larmes aux yeux. Je t'aime, Herbert. Je t'ai toujours aimé, et je t'aimerai toujours. Je t'aime aussi, dis-je, et je le pensais vraiment. Malgré tout, malgré la douleur, la colère, la trahison. L'amour n'avait jamais disparu. Il avait juste été enseveli, sous tous les débris que la vie avait accumulés. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la liaison, nous dormîmes à nouveau dans le même lit.
Pas pour le sexe, nous n'étions pas encore prêts pour ça. Mais pour la proximité, pour la chaleur, pour le sentiment de ne pas être seul. Alors que je m'endormais, le souffle régulier de Heidi à côté de moi, je repensais aux derniers mois. À la douleur, à la colère, au désespoir. À la guérison lente et pénible. Aux décisions que nous avions prises, aux conversations, aux larmes, aux rires. Ça n'avait pas été facile. Ça ne serait jamais facile. Les cicatrices resteraient, les souvenirs ne s'effaceraient jamais complètement. Mais ici, dans cette nouvelle maison, dans ce nouveau lit, avec cette femme que j'aimais malgré tout, je sentais quelque chose que je croyais perdu, la paix. Pas parfaite, pas sans nuages. Mais réelle. Tangible. C'était un début. Un nouveau départ. Et c'était plus que ce que j'aurais pu imaginer il y a quelques mois. Le printemps est arrivé tôt cette année-là. Déjà fin février, les premiers crocus sont apparus dans notre nouveau jardin, suivis par les narcisses et les tulipes que Heidi avait plantés à l'automne, en préparation de notre nouvelle vie. Le jardin d'hiver, qu'il avait tant enchanté, était devenu son royaume. Rempli de plantes, de fleurs, de petits projets. Elle s'était inscrite à un cours de peinture cette fois, pour de vrai, et son chevalet était installé dans le coin où la lumière était la meilleure. Ses tableaux n'étaient pas grandioses, mais pleins de vie et de couleurs. Comme elle. Souvent, je l'observais depuis le seuil, tandis qu'elle s'occupait de ses plantes ou travaillait sur une toile, concentrée, heureuse. C'était un spectacle qui me réchauffait le cœur, qui me rappelait pourquoi j'avais décidé de tenter le coup. Pourquoi j'avais décidé de pardonner. Pas d'oublier, je ne pouvais pas, je ne le pourrais peut-être jamais. Les images de Heidi et Thomas surgissaient encore parfois dans mon esprit, importunes, douloureuses. Mais elles s'estompaient lentement, devenaient des ombres au lieu de souvenirs vivants. Le docteur Martens nous avait aidés à trouver un moyen de gérer ces moments-là. Reconnaissez-les, avait-il dit. Laissez-les venir, puis laissez-les partir. Comme des nuages dans le ciel. Ils passent, si vous les laissez passer. C'était un bon conseil. Pas toujours facile à suivre, mais bon. Nous avions réduit nos séances de thérapie à 1 fois par mois, plus un bilan qu'un traitement intensif. Le docteur Martens était satisfait de nos progrès, de la façon dont nous communiquions, dont nous abordions les problèmes. Vous avez fait un travail acharné, a-t-il dit lors de notre dernière séance. Tous les deux. C'est rare chez les couples qui ont traversé l'infidélité. Souvent, il y a un déséquilibre, l'un travaille plus dur que l'autre. Mais vous êtes vraiment tous les deux investis. C'était un compliment qui nous a touchés tous les deux. Nous avions travaillé, chaque jour, chaque semaine. Avions parlé, écouté, avions été honnêtes, même quand ça faisait mal. Avions créé de nouveaux rituels, de nouvelles connexions. Chaque matin, nous prenions le petit déjeuner ensemble, sans téléphone, sans journaux. Rien que nous, du café et des conversations. Chaque dimanche, nous faisions une longue promenade le long de l'Elbe, nous tenant la main comme un jeune couple. Chaque mois, nous avions un rendez-vous, un restaurant, un concert, une exposition. Quelque chose qui nous sortait du quotidien, qui nous rappelait que nous étions plus que de simples colocataires ou de vieilles habitudes. Et nous avions recommencé à nous aimer. Physiquement. Cela n'avait pas été facile de rétablir cette connexion. Trop d'images, trop de questions. Avait-elle fait ça avec lui? L'avait-il fait avec elle? Mais lentement, délicatement, nous avions trouvé un moyen d'écarter ces pensées, de nous concentrer sur le moment présent, sur nous. La première nuit où nous avons retrouvé notre intimité, c'était environ 3 mois après le déménagement. Ce n'était pas prévu, pas forcé. Nous étions assis sur le canapé, regardant un film, buvant du vin. Sa main s'était posée sur ma jambe, chaude, familière. Je l'avais regardé, son profil dans la douce lumière de la lampe de chevet, et soudain, j'avais eu envie de l'embrasser. Pas doucement, pas prudemment. Mais avec toute la passion que j'éprouvais pour elle, qui n'avait jamais vraiment disparu. Le baiser avait mené à plus, à des caresses, à des soupirs, au chemin vers la chambre. C'était différent d'avant, plus intense, plus conscient. Chaque contact un cadeau, chaque baiser une promesse. Après, elle avait pleuré, doucement, le visage contre ma poitrine. Pas de tristesse ou de remords, mais de soulagement, de gratitude. Je l'avais serré dans mes bras, avais essuyé ses larmes, lui avais assuré que tout allait bien. Que nous allions bien. Et lentement, jour après jour, nous allions vraiment bien.
Cela faisait presque un an que j'étais revenu de Singapour et que j'avais surpris Heidi avec Thomas. Une année de douleur, de guérison, de croissance. Une année qui nous avait menés au bord de la séparation et puis nous avait réunis, peut-être plus forts que nous ne l'avions jamais été. Nous n'avions plus eu de nouvelles de Thomas depuis que nous avions déménagé. Ni lettres, ni rencontres fortuites. Il avait disparu de notre vie, comme un mauvais rêve au réveil. Julia nous avait rendu visite 2 fois, avait vu comment nous avions changé, comment nous grandissions ensemble au lieu de nous éloigner. Lors de sa dernière visite, elle avait embrassé Heidi, longuement et fort, un signe silencieux de pardon, d'acceptation. « Vous avez l'air heureux », avait-elle dit en partant. Tous les deux. C'est beau à voir. Et nous l'étions. Pas parfaitement heureux, pas sans moment de doute ou de tristesse face à ce qui aurait pu être. Mais fondamentalement, solidement heureux. Avec une profondeur qui ne peut peut-être être atteinte qu'en surmontant de grandes difficultés. Pour notre anniversaire de mariage en avril, Heidi m'a surpris avec des billets pour une croisière le long de la côte norvégienne, quelque chose dont je parlais depuis des années, mais que nous avions toujours remis à plus tard. Trop cher, trop chronophage, trop, quelque chose. Il est temps, a-t-elle dit en me tendant l'enveloppe. Il est temps de faire les choses dont nous rêvons, au lieu de les remettre à plus tard. Le voyage était prévu en juin, 2 semaines en mer, à travers les fjords, vers de petites villes portuaires, sous le soleil de minuit. C'était un cadeau généreux, mais plus encore, c'était un symbole. De nouveaux départs, d'espoir, d'avenir. J'avais aussi un cadeau pour elle, un bracelet avec un seul charme, un tournesol. Sa fleur préférée, celle que je lui avais apportée le jour de notre réconciliation. Pour que tu te souviennes toujours que je te vois, lui ai-je dit en lui attachant au poignet. Que je t'écoute. Que je t'aime. Elle m'a embrassé, les larmes aux yeux. Je ne l'oublierai jamais, a-t-elle promis. Plus jamais. Le soir de notre anniversaire de mariage, après avoir dîné dans un petit restaurant sur le port, nous avons flâné main dans la main le long des rives de l'Elbe. Les lumières de la ville se reflétaient dans l'eau, le ciel était clair et rempli d'étoiles. « Regrettes-tu » a demandé Heidi soudainement, sa voix douce dans l'air nocturne. « D'être resté ? D'avoir essayé. » Je me suis arrêté, me suis tourné vers elle. Dans la douce lumière des réverbères, elle était magnifique, ses yeux grands et interrogateurs, son visage ouvert, vulnérable. Non, ai-je dit sans hésiter. Pas une seule seconde. Même si ça a été difficile. Même si c'est encore parfois difficile. J'ai pris son visage entre mes mains, les regardé droit dans les yeux. Surtout pour ça. Les choses les plus importantes dans la vie sont rarement faciles, Heidi. Mais elles en valent la peine. Elle a souri, un sourire radieux, reconnaissant, qui a réchauffé mon cœur. Tu en vaux la peine, a-t-elle dit doucement. Nous en valons la peine. Nous nous sommes embrassés sous le ciel étoilé, comme un jeune couple, amoureux, plein d'espoir. Et à ce moment-là, j'ai su avec une certitude absolue que j'avais pris la bonne décision. Pas la facile, pas celle sans douleur. Mais la bonne. Notre mariage n'était pas parfait. Il ne le serait jamais. Il resterait toujours des cicatrices, des souvenirs qui parfois faisaient mal. Mais il était réel. Éprouvé par le feu, renforcé par les difficultés. Un mariage qui ne reposait pas sur des illusions, mais sur un travail acharné, sur le pardon, sur la décision consciente d'aimer chaque jour, à nouveau. Alors que nous rentrions chez nous, dans notre nouvelle maison, celle que nous avions créée ensemble, j'ai ressenti une profonde satisfaction. Un sentiment d'arrivée, de paix. La liaison de ma femme avec le voisin pendant mon voyage d'affaires aurait pu être la fin de notre histoire. Au lieu de cela, elle était devenue un chapitre douloureux, mais finalement transformateur dans une histoire beaucoup plus longue. Notre histoire. Celle qui continuait, jour après jour, avec tous ses hauts et ses bas, ses joies et ses défis. Une histoire qui valait la peine d'être racontée. Qui valait la peine d'être vécue. Ensemble. La soirée d'été était chaude, l'air rempli du parfum des roses en fleurs et de l'herbe fraîchement coupée. Des guirlandes lumineuses étaient suspendues à notre terrasse, scintillant comme de petites étoiles dans la douce lumière du soir. La table était dressée de façon festive pour 6 personnes, avec de la porcelaine fine que nous n'utilisions habituellement que pour les grandes occasions. Et c'était une occasion spéciale. Julia et son fiancé Philippe étaient en visite, avec la nouvelle qui allait une fois de plus changer notre vie, ils attendaient un bébé. Notre premier petit enfant. Je me tenais devant le barbecue,
retournant des steaks et des brochettes de légumes, tandis qu'Heidi, dans la cuisine, apportait la touche finale aux accompagnements. À travers la porte-fenêtre ouverte, je pouvais la voir, se déplaçant avec efficacité et grâce entre la cuisinière et le plan de travail, ses cheveux blonds gris attachés en un chignon lâche, une robe d'été légère épousant sa silhouette. Même après toutes ces années où nous étions mariés depuis 36 ans maintenant, la vue de ma femme pouvait faire battre mon cœur plus vite. Pas seulement à cause de son apparence extérieure, qui était toujours attrayante, mais à cause de tout ce qu'elle représentait, la force, la croissance, l'amour qui avait survécu aux épreuves. « Papa, tu as besoin d'aide ?» a demandé Julia, qui est entrée sur la terrasse avec un verre d'eau à la main. Être enceinte signifiait pour elle renoncer au vin, un changement de taille pour ma fille, amatrice de vin. « Non, ma chérie, je gère », répondis-je en lui souriant. « Comment te sens-tu » Elle caressa son ventre encore à peine visible et sourit. « Bien. Fatigué, mais bien. Tout ça est encore tellement irréel. » « Ça le restera jusqu'à ce que tu serres ce petit être dans tes bras pour la première fois, dis-je. Et là, ça deviendra soudain la chose la plus réelle au monde. » Elle s'approcha, se blottit contre moi, comme elle le faisait souvent enfant. « Tu étais nerveuse ? Quand maman était enceinte de moi. »« À mourir, » avouai-je en riant doucement. « J'ai lu tous les livres que j'ai pu trouver, j'ai imaginé tous les scénarios possibles, tout ce qui pouvait mal tourner. Et puis tu es arrivé, et rien de tout ça n'avait d'importance. Tu étais juste là, parfaite et entière, et soudain, j'ai su ce que je devais faire. J'espère que Philippe et moi serons d'aussi bons parents que vous, dit-elle doucement. Ces mots me touchèrent profondément. Après tout ce qui s'était passé, après la crise qui avait failli déchirer notre famille, Julia nous considérait toujours comme un modèle. C'était un cadeau dont j'étais infiniment reconnaissant. Vous serez de bons parents à votre manière, dis-je en lui serrant l'épaule. Avec vos propres forces et faiblesses, vos propres traditions et valeurs. Mais je peux te promettre une chose, cet enfant sera aimé, et c'est le plus important. Heidi arriva sur la terrasse avec un saladier de salade de pommes de terre, suivi de Philippe qui portait un plateau d'antipasti. Ils posèrent les deux sur la table, puis vinrent nous rejoindre. « De quoi parlez-vous toutes les deux si intensément » demanda Heidi en enlaçant ma taille d'un bras. « De la parentalité » répondit Julia. « Papa me donne de sages conseils. » Heidi rit. « Oh là là, fais attention. Avant que tu ne t'en rendes compte, il te racontera comment il a bravé une tempête de neige pour aller me chercher des cornichons à 3 heures du matin. » Ce n'était pas une tempête de neige, protestai-je. Tout au plus une légère chute de neige. Et c'était des betteraves au vinaigre, pas des cornichons. Nous rîmes tous et, à cet instant, je ressentis une gratitude profonde et immense. Pour cette famille qui était restée unie malgré tout. Pour ma fille, qui nous avait pardonné. Pour ma femme, qui travaillait chaque jour à justifier ma confiance. Pour l'avenir qui s'offrait à nous, avec un petit enfant qui ouvrirait nos cœurs une fois de plus d'une manière tout à fait nouvelle. La sonnette de la porte interrompit mes pensées. Nos derniers invités étaient arrivés, Renate, la sœur d'Heidi, et son mari Klaus. Ils étaient de passage et avaient décidé de passer la soirée avec nous. Heidi alla leur ouvrir, pendant que je retirais les steaks du barbecue et les disposais sur un plat de service. Julia et Philippe commencèrent à disposer le reste des plats sur la table. Quelques minutes plus tard, nous étions tous assis autour de la table dressée avec soin, les verres levés, de l'eau pour Julia, du vin pour le reste d'entre nous, et je portais un toast. À la famille, dis-je simplement. Au passé, au présent et à l'avenir. À la famille, répétèrent tous en trinquant. Pendant le repas, la conversation fut facile et joyeuse. Nous parlâmes de la grossesse de Julia, des projets de retraite de Renate, du voyage qu'Heidi et moi avions prévu pour l'automne, une traversée du sud de la France, quelque chose que nous voulions faire depuis des années. Vous voyagez beaucoup ces derniers temps, fit remarquer Renate avec un sourire. D'abord la croisière en Norvège l'année dernière, maintenant la France. Quelle est la prochaine étape? Un tour du monde? Heidi rit. Qui sait? Maintenant qu'Herbert est partiellement à la retraite, nous avons plus de temps. Et nous avons décidé d'en profiter au lieu de toujours dire un jour au point. Elle me regarda, les yeux remplis de chaleur et d'amour. Je lui rendis son regard, sentant le lien entre nous, plus fort peut-être que jamais. Après le repas et le dessert, une délicieuse tarte aux fraises, la spécialité d'Heidi, où nous nous retirâmes en petits groupes. Renate et Heidi étaient assises sur la terrasse et parlaient des préparatifs de la baby shower de Julia.
Klaus et Philippe discutaient de football, un sujet qui les passionnait tous les deux. Julia me rejoignit là où je me tenais, au bord du jardin, à profiter des derniers rayons du soleil. C'est beau de vous voir si heureux, toi et maman, dit-elle doucement. Après tout ce qui s'est passé. J'acquiesçai, surpris par son approche directe du sujet que nous évoquions rarement. Ça a été un long chemin, dis-je. Mais oui, nous sommes heureux. Elle resta silencieuse un instant, puis demanda, comment avez-vous fait, papa? Après une telle rupture de confiance? Je ne sais pas si je pourrais. Je réfléchis un instant, voulant lui donner une réponse honnête et réfléchie. Il s'agit de choix, Julia. Tous les jours. La décision de pardonner, sans oublier. La décision de faire confiance, même quand c'est difficile. La décision de voir le positif, et pas seulement le négatif. Et l'amour, demanda-t-elle. Était-il assez fort pour tout surmonter? L'amour était le point de départ, dis-je. La raison d'essayer. Mais le travail acharné, la détermination, l'honnêteté, c'est ça qui nous a permis de tenir. Elle hocha lentement la tête, comme pour peser les mots, pour les enregistrer en elle. J'espère que Philippe et moi n'aurons jamais à traverser une telle épreuve. Mais si jamais, j'espère que nous serons aussi forts que vous. Je passai un bras autour de ses épaules. Vous aurez vos propres épreuves, ma chérie. Chaque relation en a. Mais vous les surmonterez à votre façon. Nous restâmes là, père et fille, à regarder le soleil se coucher lentement derrière les arbres. Au loin, j'entendis le rire de Heidi, chaleureux et sincère, un son qui faisait toujours battre mon cœur plus fort. Plus tard dans la soirée, après le départ de tout le monde et le retrait de Julia et Philippe dans la chambre d'amis, Heidi et moi restâmes assis sur la terrasse. La nuit était douce, les guirlandes lumineuses diffusaient une douce lueur, les grillons chantaient dans les buissons. C'était une belle soirée, dit Heidi en se blottissant contre moi. Oui, c'est vrai, approuvai-je en passant un bras autour d'elle. Une soirée parfaite. Elle leva les yeux vers moi, ses yeux reflétant la lumière des guirlandes. Es-tu heureux, Herbert? La question était inattendue, mais je n'eus aucune difficulté à y répondre. Oui, dis-je simplement. Je suis heureux. Avec toi, avec notre vie. Avec tout. Elle sourit, un sourire qui atteignit ses yeux, qui illumina tout son visage. Moi aussi, dit-elle. Tellement heureuse. Nous restâmes assis en silence, savourant la proximité, le silence, la paix. La crise qui avait presque détruit notre mariage remontait à 3 ans. Elle n'était pas oubliée ou elle ne le serait jamais. Mais elle était devenue une partie de notre histoire, un chapitre que nous avions vécu et surmonté. Ce qui avait été autrefois une fracture ouverte était maintenant une cicatrice bien refermée. Visible, si l'on savait où regarder, mais ne faisant plus mal au toucher. Un signe de ce que nous avions traversé, de ce que nous avions enduré. Thomas, le voisin qui avait semé tant de chaos dans nos vies pendant une courte période, était devenu un lointain souvenir. Nous avions appris que lui et sa femme avaient fini par divorcer, qu'il était parti. Mais cela ne nous affectait plus. Il était une ombre du passé, rien de plus. À quoi penses-tu? Demanda Heidi après que j'eus gardé le silence pendant un moment. À nous, dis-je. Au chemin que nous avons parcouru. À tout ce que nous avons traversé. Elle acquiesça, comprenant sans autre explication. Ça n'a pas toujours été facile, dit-elle doucement. Mais je ne regrette pas une seule seconde. Ni les moments difficiles qui nous ont rendus plus forts. Et surtout pas la décision d'essayer, de se battre. Moi non plus, dis-je en la serrant contre moi. Pas une seule seconde. Nous restâmes là, sous le ciel étoilé, 2 personnes qui avaient traversé le feu et qui en étaient ressorties. Pas indemnes, mais plus fortes. Pas inchangées, mais grandies. Pas parfaites, mais parfaitement bien dans notre imperfection. La liaison de ma femme avec le voisin pendant mon voyage d'affaires aurait pu être la fin. Au lieu de cela, elle était devenue un tournant, un moment de vérité qui nous avait forcés à nous regarder honnêtement, nous-mêmes et l'un l'autre. Et de cette honnêteté, de cette douleur, de ce travail acharné était né quelque chose de nouveau. Un lien plus profond, un partage plus conscient, un amour qui ne reposait pas sur des illusions, mais sur l'acceptation, le pardon et la décision quotidienne de continuer ensemble. Lorsque nous sommes finalement rentrés à la maison, main dans la main, j'ai su avec une certitude absolue que nous avions réussi. Non seulement survécu, mais triomphé. Non seulement réparé,
mais recréée. Notre histoire n'était pas finie. Elle continuait, avec de nouveaux chapitres, de nouvelles aventures, de nouveaux défis. Mais nous les écririons ensemble, page après page, jour après jour. Ensemble. Comme ça aurait toujours dû être. Fin.